Merci de m'avoir invité effectivement pour commenter un petit peu cette expérience particulière qui est un petit peu finalement une synthèse de ce qu'on a pu entendre au niveau des définitions sur la résilience, puisque on parlait de bâtiments réversibles, de bâtiments déplaçables. Là, c'est exactement le cas d'un bâtiment qui est temporaire, réversible, déplaçable, puisqu'on est sur un projet de centre d'hébergement qui, à l'époque, a été développé dans un contexte un peu particulier, donc loger effectivement des personnes sans abri. C'est un projet qui héberge 308 personnes, à peu près 200 personnes. On est plutôt oui, sur 100 personnes donc, en famille et 200 personnes isolées. Le contexte était à la fois de partir sur des projets qui étaient beaucoup dans des centres d'hébergement temporaires, dans des bâtiments existants, où on prenait des anciens hôpitaux. Un bâtiment assez connu était l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul dans le 14e arrondissement, qui était devenu les grands voisins et sur lequel on a transformé ces bâtiments en utilisant les anciennes chambres d'hôpitaux pour les transformer en hébergement. Et bien souvent, quand on récupérait des bâtiments, lorsqu'on les transformait, on avait une problématique importante qui était de récupérer des bâtiments qui étaient vides parfois depuis un certain temps, avec des problématiques d'amiante à traiter, de plomb, de travaux qui n'étaient pas forcément faciles à amortir sur des périodes d'occupation courtes. Et l'idée, c'était de se dire, finalement, au lieu de faire de la transformation de bâtiments existants et de faire des travaux donc avec du cloisonnement, de la mise en place de sanitaires, de cuisine partagée, etc. C'était de se dire tous ces travaux finalement au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans d'occupation, bon, on met tout à la poubelle parce que on s'en va et il va y avoir un autre projet derrière. Donc il y a eu une réflexion à l'époque où en tant que maître d'ouvrage, moi chez Aurore, on avait développé avec un cabinet d'architectes, le cabinet Moon Architecture, un principe de développer un module 3D qui pouvait être soit en bois, soit en métal, soit de la récupération de containers éventuellement, et de partir sur un principe de module qui pouvait donc se poser temporairement sur un terrain, qui pouvait être un parking, qui pouvait être une route, qui pouvait être un terrain en attente de projet. Hein. C'était le cas du bastion de Bercy qu'on voit sur cette photo, qui est dans la ZAC Bercy-Charenton et qui verra, on va dire, un projet qui se définira, on va dire, un peu plus tard. On n'en est pas encore là, puisqu'il est lancé actuellement, d'ailleurs, une occupation temporaire sur cette ZAC Bercy-Charenton. Et à l'époque, le bastion qui est un des derniers bastions de l'enceinte de Thiers, tout à fait. Thiers, qui a été construite en 1845 autour de Paris. Ah oui, donc un site un peu périphérique par rapport à Paris, mais qui a une charge d'histoire et de lieu aussi très intéressante. Totalement. Ça nous a d'ailleurs valu quelques contraintes et quelques réflexions et discussions avec les ABF pour positionner le bâtiment et reconstituer d'ailleurs à la fois de ce travail assez fin avec le mur d'enceinte et de refaire la banquette d'artillerie qui était en fait une sorte de talus sur lequel étaient posés à l'époque les canons qui étaient censés protéger la ville de Paris, et finalement ça n'a pas servi. Mais donc au-delà de ça, effectivement, récupérer donc ce terrain et poser des bâtiments modulaires dessus, c'était faire à la fois un montage technique avec un bâtiment à construire qui fait à peu près 5000 m², et c'était se dire que ces bâtiments modulaires, c'était l'occasion de conserver de la valeur, puisqu'on pouvait imaginer que ça arrive en Lego et que ça reparte sous forme de Lego, en imaginant d'ailleurs que la construction n'était pas forcément réutilisable exactement dans la même configuration, puisqu'on pouvait utiliser un tiers de bâtiment ou la totalité, mais dans des formes un peu différentes. Et l'intérêt finalement, c'était de se dire, je construis un bâtiment, il me coûte 100, parce que je vais faire des fondations, je vais le construire. Il a été construit intégralement en usine, en 3D, et arrivé quasiment fini. On venait juste mettre
des pots, des vêtures sur le bâtiment et faire les extérieurs. Donc, à l'issue de la construction, le fait de démonter le bâtiment, de le remettre sur des camions et de le renvoyer sur un deuxième terrain, ce coût de démontabilité et remise en état, c'est à peu près 30% du coût initial. Ça veut dire que pour la première fois, on se disait qu'on était capable de développer un projet qui conserve 70% de sa valeur, à minima. Et ça, c'était pour une association qui était maître d'ouvrage, et donc qui achetait ce bâtiment, l'idée de se dire je ne jette pas à la poubelle finalement l'investissement qui, pour un projet comme celui-là, 5000 mètres carrés, on était quand même sur un investissement d'un peu plus de 6 millions d'euros. Donc conserver 70% de la valeur de 6 millions d'euros. Et imaginer d'ailleurs un modèle assez vertueux, c'est que la deuxième vie de Bastion de Bercy qui se fera, non seulement coûtera que 30% de son coût initial, mais permettra justement un amortissement beaucoup plus facile et du coup un coût pour les hébergés et pour l'association et donc pour l'État beaucoup plus intéressant. Puisqu'en général, quand on est sur de l'investissement immobilier dans l'immobilier solidaire, on a des subventions d'État pour développer un projet, faire de l'accompagnement social, nourrir les personnes à l'intérieur, payer les consommations énergétiques. Et donc, on est sur des ratios qui sont entre 30 à 40 euros par jour par personne. Le coût immobilier lié donc à la construction ou à la location, puisqu'on peut avoir de la location aussi, le coût immobilier revient sur ce projet-là à 7 euros par jour par personne. Donc, c'est-à-dire que la vie numéro 2 qui arrivera dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans, une fois que ce bâtiment sera déplacé, là aussi, va être beaucoup plus compétitive. Et soit c'est une diminution pour l'État importante, soit ça permet de faire plus d'accompagnement social et d'être plus efficace dans l'accompagnement des personnes. Il est prévu que l'association Aurore récupère ce bâtiment et le remonte a priori sur un autre site. C'est ça. Donc, après avoir libéré le site du Bastion. Ça met un peu de pression, effectivement, comme maître d'ouvrage, puisque comme on est sur un caractère temporaire, il faut retrouver un nouveau terrain. Et après, c'est le jeu, effectivement, d'un développement immobilier, de chercher à nouveau des délaissés ou éventuellement même de trouver un terrain sur lequel on puisse imaginer une vie définitive avec une refonte du bâtiment qui peut se réutiliser dans sa configuration actuelle, mais aussi avec une conception qui avait été prévue pour être réversible, c'est-à-dire que les modules sont strictement les mêmes, où on a poussé vraiment la réflexion industrielle pour avoir des modules qui font 11 mètres de long. Ces modules, finalement, on est 11 mètres de long, mais c'est la largeur du bâtiment, puisque après, derrière, on a à l'intérieur de ce bâtiment, finalement, 2 chambres séparées par un couloir. Et soit on est dans des chambres qui font 9 mètres carrés, soit on est dans du bureau qui peut faire autour de 9 mètres carrés. On peut liaisonner 2 chambres et ça va faire des chambres de 18 mètres carrés. Et finalement, la réversibilité est intéressante, c'est que à travers cette trame de 9 et 18 mètres carrés, on arrive à répondre assez bien à une réversibilité dans du logement T1 qui peut servir pour un autre usage, ou même se dire qu'à la limite, il peut y avoir une valeur de revente pour l'association pour transformer en résidence étudiante, en auberge de jeunesse ou autre. Donc c'est un bâtiment finalement assez intéressant qui utilise un délaissé ou un terrain en attente de projet et qui, là par contre, on n'attend pas 17 ans pour faire. C'est vrai que c'est des projets qui, entre la page blanche et la livraison, on est à peu près sur un an pour tout faire, quoi. Donc c'est des projets qui sont très utiles puisque effectivement le contexte fait que l'État héberge aujourd'hui à peu près 135 000 personnes en Île-de-France par jour. Donc quand on arrive à faire des projets qui se montent dans des temps records de 1 an, permis de construire, précaire compris, c'est plutôt très important pour les associations, pour l'État qui cherche sans arrêt des solutions. Bien sûr, dans la transformation de bâtiments existants, mais aussi avec ces solutions qui sont, pour le coup, flexibles, réversibles, déplaçables, et qui permettent de penser la ville un peu autrement. On peut imaginer qu'un
un bout de ville puisse être une zone de test pour imaginer un usage. Et parce que cet usage convient à son territoire et à son environnement, on peut éventuellement même rajouter des modules complémentaires. Ou au contraire, si le bâtiment n'est pas du tout adapté et ne fonctionne pas, ne trouve pas son public, on peut imaginer d'enlever des modules éventuellement et de le désépaissir pour qu'il puisse à nouveau jouer un petit peu avec le marché et les besoins du territoire. Donc c'est un vrai laboratoire, on va dire, d'une architecture qu'on avait appelée à l'époque avec le cabinet Mon Architecture, une architecture liquide qui, dans un moment où enfin le moment, on va dire pré-Covid, où on l'avait développé, était peut-être un petit peu précurseur, puisque ce type d'usage finalement permet là aussi d'imaginer justement un bâtiment un peu résilient et s'adaptant à cette crise sanitaire qu'on traverse. Je ne sais pas si on va voir des photos de chantier, mais ce sont des modules qui sont posés à la grue, qui sont acheminés par camion, j'imagine, sur place. Enfin, comment... Il y avait des photos peut-être plus parlantes que les photos. Voilà, on le voit peut-être ici, ces espèces de parallélépipèdes qui sont posés les uns à côté des autres et empilés en quelque sorte pour créer cette. C'est ça en fait. Plutôt que, alors on peut voir le module, mais en fait le module est une trame structurelle. Donc après à l'intérieur, ça reste un jeu finalement de poteaux, de poutres, et en assemblant et en agglomérant les Lego et ces modules là qui sont des modules avec une structure métallique. Finalement, on recompose complètement un bâtiment et assemblé à la fin. Et avec une vêture en plus qui vient recouvrir cette trame très visible là sur cette photo, on arrive finalement à avoir un bâtiment qu'on oublie au niveau du module. C'est vrai qu'il y a souvent l'image du module associé à l'Algeco ou la base vie. On est dans un vrai bâtiment qui répond à toutes les normes de bâtiment, qui répond à l'époque à la RT 2012 et qui demain pourrait, parce qu'on le travaillerait avec des cahiers des charges, s'adapter complètement à la RE 2020 et en intégrant là aussi des cycles d'économie circulaire, puisque pour le coup, là, c'est le bâtiment entier qui peut déménager. Oui, un bel exemple d'intervention. Vite fait, bien fait, on va dire, rapidement, en même temps pour répondre à des besoins réels et urgents, et en même temps qui peut trouver une seconde vie, qui est démontable, recyclable, réutilisable. Je crois qu'il y a vraiment une belle leçon à tirer de cette réalisation, dont effectivement on peut oublier assez vite que le principe constructif n'est pas envahissant au point de vue architectural. Dans votre pratique, dans votre pratique actuelle de maître d'ouvrage, donc en dehors de l'association Aurore que vous avez quitté maintenant pour vous justement vous lancer dans la maîtrise d'ouvrage ou l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou le montage d'opération, comment vous vous intégrez précisément, y compris dans les programmes sur lesquels vous pouvez travailler actuellement, ces nouvelles dimensions qui sont en train de se renforcer sans doute, et pas seulement d'émerger, mais peut-être de s'affirmer comme des pratiques incontournables? Alors, de toute façon, les besoins étant ce qu'ils sont sur effectivement les besoins d'hébergement, les besoins de logement abordable, on sent bien de toute façon qu'il faut sans arrêt re-questionner les montages, les solutions innovantes ou réinventer, parce qu'en fait, on n'invente pas toujours grand-chose finalement, on réinvente beaucoup, notamment à Paris, puisqu'on réinvente Paris une fois, deux fois et trois fois, là c'est parti. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est ça, c'est essayer, moi ce que je fais aujourd'hui, c'est d'être à la fois sur des montages techniques, de trouver des solutions qui existent et qui sont portées par des architectes, par des entreprises, par des bureaux d'études, et de faire aussi du montage administratif, juridique, financier, parce que il faut arriver à jouer avec les différents sujets, les différentes façons d'habiter, les modes d'habiter, et d'hybrider au maximum les choses. Et donc c'est vrai que le fait d'avoir des solutions dans lesquelles on imagine qu'une contrainte de sécurité incendie, par exemple, puisse devenir une possibilité d'offrir un usage complémentaire, c'est très intéressant. Et ça, c'est des choses qu'on peut totalement adapter dans des projets immobiliers, solidaires ou pas d'ailleurs, hein, puisque
si un promoteur aujourd'hui se jette dessus. C'est vrai qu'avant, on pouvait se dire finalement qui va payer et qui sera d'accord de payer la pièce en plus. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un besoin, donc ça devient un argument commercial et un argument finalement d'usage et de capacité à là aussi utiliser peut-être le temps, parce qu'il y a beaucoup de réflexions qui ont germé autour de la chronotopie. C'est j'utilise mon bâtiment pour combien d'heures dans une journée. S'il peut être utilisé le matin, l'après-midi, éventuellement le soir, avec d'autres usagers possibles, ça devient une façon d'améliorer justement sa capacité à être résilient, à être utile tout le temps. Et je pense que c'est là aussi des sujets à développer et à questionner. Ça permet aussi d'avoir des bâtiments plus solidaires, puisque on peut imaginer justement une utilisation un temps pour faire de l'accueil, que ce soit de l'accueil de jour ou de l'accueil de nuit, mais ça peut être aussi effectivement des usages plus marchands ou répondant à des besoins d'habitants. Oui, merci. On voit que la notion de résilience, elle s'étend en fait à un ensemble, pas seulement technique ou architectural ou urbain, mais un ensemble beaucoup plus large de modalités, d'actions, y compris avec la notion de temps, la notion d'espace, la notion de pratique, la notion sociale aussi. Je crois que c'est vraiment important. Et merci en tous les cas à tous d'avoir nous avoir éclairés sur cette notion. Je retiens ce que disait tout à l'heure Marc Vuillet sur l'idée que la résilience, c'est pas seulement d'encaisser, de reculer sous le choc, mais c'est de réavancer, de rebondir en quelque sorte, d'aller plus loin. Et peut-être les contraintes qu'on subit aujourd'hui en termes des pandémies, en termes d'isolation, en termes d'isolation sociale, de distanciation, etc. Peut-être ce seront de travail aussi, ce seront peut-être des contraintes qui vont nous permettre d'aller au-delà en utilisant ce beau matériau qu'est l'acier, bien sûr. Quand j'écoutais d'ailleurs Jean-Pierre Thay, je pensais à la cuisine, je pensais à la gastronomie, je pensais à cette élaboration savante d'un matériau pour lui donner justement ces qualités intrinsèques de résilience qui lui permet d'être utilisé dans tout un tas de situations comme on l'a vu aujourd'hui. En tous les cas, merci encore une fois. Passionnant, très intéressante réalisation également, et puis réflexion qui nous élargit notre propre réflexion sur la notion même de résilience et sur la nécessité d'être créatif, de rester créatif, même sous la contrainte, et peut-être même que la contrainte nous fait aller plus loin en matière de créativité. Merci beaucoup, et à la prochaine réunion et prochaine table ronde organisée par Construire Acier, avec la participation, bien sûr, en partenariat avec la Maison de l'Architecture d'Île-de-France, où nous sommes aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté aujourd'hui.